Je suis spécialiste en droit commercial des affaires et de la concurrence. Donc, je suis amenée depuis bientôt près de 25 ans à faire des pactes d'associés. Le pacte d'associés, donc je vais vous en faire une présentation. Vous avez vu que le séminaire, c'est intérêt, contenu et limite des pactes d'associés. Donc, je vais vous parler de l'intérêt des pactes d'associés pour vous dire à quel point ils peuvent être importants dans certaines circonstances. Ensuite, je vais faire un peu une liste à l'après-vert, mais ça me semble important, des principales clauses que l'on peut trouver dans ces pactes d'associés pour vous donner une idée de ce qu'on peut créer et comment vous protéger au mieux et permettre d'éviter les conflits, des ruptures ou d'organiser des clauses de sortie les mieux possibles. Ensuite, je vais vous parler des sanctions quand on ne respecte pas son pacte d'associé, parce que ça me semble également important. Et puis enfin, des limites du pacte d'associés, puisqu'il y en a des limites. On ne peut pas faire n'importe quoi avec un pacte d'associés. Et à titre de simple exemple, un pacte d'associés ne peut pas déroger au statut d'une société. Donc, si vous commencez avec un pacte d'associés qui contient des clauses contraires à vos statuts de société, ben, la clause est nulle. Donc, c'est vrai que quelquefois, on peut se retrouver avec des pactes d'associés où des clauses sont inexécutables et d'où l'importance de la rédaction du pacte d'associés. Donc, après cette petite présentation, donc moi, comment je définirais un pacte d'associés? Pour moi, c'est comme un contrat de mariage. C'est-à-dire qu'au début, on a l'impression que tout va super bien se passer, on est extrêmement dynamique avec un nouveau projet et on se dit que la société va être créée et on va tous y œuvrer. Sauf qu'on sait que la vie d'une société, elle peut être longue, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des ruptures et en fin de compte, le pacte d'associés, c'est l'adage « il vaut mieux prévenir que guérir ». Donc ça, c'est le premier point. Le pacte d'associés, ce qu'il va être, c'est un complément au statut. C'est-à-dire que dans les statuts, on va mettre les clauses qui sont habituelles, qui sont usuelles, qui sont même obligatoires quelquefois. Et puis ensuite, à côté, on va élaborer un document confidentiel qui peut ne concerner qu'une partie des associés, qui peut concerner tous les associés, qui peut être même conclu avec la société. Mais là, on va préciser les choses. Donc, le pacte d'associés, c'est un contrat qui est forcément écrit. Il n'y a pas de contre-lettre. Ça s'appelle un pacte d'associés. Il est écrit, il est signé et c'est un acte extra-statutaire et il va venir compléter les statuts de la société. Le pacte d'associés, on peut l'avoir dans toutes les sociétés, ça c'est important de le dire. On peut l'avoir lorsqu'on fait une société civile immobilière, une SARL, une SNC. Alors généralement, c'est vrai que c'est pas très usité puisque les règles, les statuts, les modalités de fonctionnement sont fixées de façon un peu drastique par la loi. Donc il est vrai qu'on retrouve les pactes d'associés beaucoup plus lorsqu'on a affaire à une société anonyme et une SAS, mais pas que. Donc, il peut y avoir, notamment en matière de transfert par rapport à des décès d'associés, ça peut être intéressant dans les SCI de faire également des pactes d'associés. Donc, le contenu du pacte d'associés, toujours en introduction, va être très variable. Là, moi, j'ai sorti, je ne vais pas vous les lire, mais j'ai un pacte d'associés que j'ai fait qui fait 11 pages. Et j'ai un autre pacte d'associés où il y a un investisseur, puisque l'une des personnes parlait d'investisseurs et avec des fondateurs. Et là, j'arrive à 40 pages de pacte d'associés, puisque les enjeux peuvent être différents en fonction des différents types d'associés. Donc, on se retrouve avec des pactes d'associés à contenu variable, mais dans les limites, en tous les cas, dans une règle qui s'applique à tous les pactes d'associés, c'est que ces derniers ne doivent pas, donc ça je l'ai dit mais je vais le marteler, ne doivent pas être contraires, les clauses ne doivent pas être contraires au statut de la société, les clauses du pacte d'associés ne doivent pas être contraires aux règles d'ordre public. Il est impossible, par exemple, de mettre une clause dans laquelle on dirait que tous les actionnaires doivent faire partie d'une certaine communauté. Ça serait discriminatoire, c'est totalement interdit. Le pacte d'associés ne doit pas non plus être contraire à la loi. En matière de droit des sociétés, il y a quelquefois des durées maximum
Je vous expliquerai droit par rapport aux conventions de vote, par rapport aux clauses d'inaliénabilité, également en matière fiscale. Et donc, le pacte d'associés, pour être valable et pour ne pas être déclaré nul et donc être applicable, il faut qu'il y ait quand même des règles qui soient respectées. Donc, et une autre règle également qui est importante, c'est que dans le pacte d'associés, il ne doit pas y avoir de clause léonine. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir des actionnaires ou des associés qui s'arrogent tous les droits et ne permettent pas aux associés minoritaires de pouvoir exercer, alors pas leur pouvoir, mais en tous les cas, leurs droits de minoritaire. Et donc, s'il y a des clauses léonines dans les pactes d'associés, elles ne vaudront rien et elles ne pourront pas être exécutées. Donc ça, c'est la petite présentation. Maintenant, je vais vous parler de l'intérêt pour moi de faire un pacte d'associés. Donc le premier intérêt d'un pacte d'associés, c'est que c'est un acte confidentiel. Vos statuts sont publiés. Le pacte d'associés n'est jamais publié. Et quand on fait de la valorisation de titres, quand on essaye déjà de déterminer la valeur de rachat de certaines actions, ben, c'est bien de faire ça dans un pacte d'associés et de garder ce pacte d'associés confidentiel. Donc, premier avantage, c'est que tout ce que vous allez mettre à l'intérieur de ce pacte d'associés, sauf si, bien entendu, ensuite, il y a un contentieux et un conflit, tout ce que vous allez indiquer dans ce pacte d'associés va rester confidentiel. La deuxième chose, donc le pacte d'associés complète les statuts, ça va vous permettre d'avoir un carcan un peu moins rigide. Vous allez pouvoir poser des règles plus flexibles, être beaucoup plus précis, notamment lorsqu'on va créer des comités ad hoc, des comités de direction, dans la façon de faire les votes, les prises de décision, les clauses de sortie. Donc ça va vous permettre d'affiner l'organisation, la direction de votre société. Ensuite, un pacte d'associés va ne lier, c'est ce que j'ai déjà dit, que les associés qui l'auront signé, sans forcément englober la totalité des associés. Et ça, lorsqu'on se trouve avec différents groupes d'actionnaires, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. C'est-à-dire qu'on peut avoir des clauses de vote unanime, mais qui vont concerner qu'une seule partie des associés. Vous allez vous mettre d'accord, les seuls signataires du pacte d'associés, en disant s'il y a des décisions qui sont prises par rapport à des investissements coûteux, par rapport à l'entrée d'un nouvel actionnaire, nous décidons. On peut être à 3, à 4, à 5, alors qu'on a une société où il y a 50 associés, mais nous 4, nous faisons un pacte d'associés et dans ce pacte d'associés, on va décider que pour certaines décisions, on votera tous de la même manière. Et ça va allier que vous. Donc, c'est comme une espèce d'alliance que vous allez pouvoir faire et pouvoir exécuter ensuite. Le pacte d'associés, un autre intérêt, c'est qu'il est facilement modifiable. Lorsqu'on modifie les statuts, tout le monde le sait, il faut faire une AG, publication, etc. Quand on a un pacte d'associés, c'est facile, c'est-à-dire on fait un avenant et tous les signataires du pacte d'associés signent l'avenant et on modifie le pacte d'associés. Donc ça va nous permettre à ces signataires d'aller très vite s'il faut prendre des décisions, puisqu'il suffit de se réunir. Le pacte d'associés, c'est également un acte qui va vous permettre de préparer, et ça vous allez voir dans la liste des clauses que je vais vous citer, vous expliquer, les principales en tous les cas, ça va vous permettre de préparer les départs et les éventuels désaccords. Ça va vous permettre également de débloquer des situations problématiques. Donc moi, je peux vous donner 2 exemples. En l'absence d'un pacte d'associés, donc premier exemple, parce que ce sont des exemples concrets que j'ai vécus, donc j'ai un chef d'entreprise qui vient me voir, il n'y a pas de pacte d'associés et il a un gros souci, c'est qu'ils sont 2 dans l'entreprise et son autre associé a décidé de vendre ses parts et il lui propose les parts à un prix exorbitant. Il y aurait eu un pacte d'associés quand on va dérouler le contenu des clauses. Il aurait été facile, en mettant certaines clauses, de pouvoir pallier à cette situation de blocage, puisque, bien entendu, mon client, il est hors de question qu'il rachète des parts qu'il estime surévaluées, donc on va aller à dire l'expert, et ça va prendre beaucoup de temps.
dans un pacte d'associés, une telle situation, si on pense à mettre les bonnes clauses, aurait pu être résolue en amont. Et donc, quand la situation arrive, eh ben, on applique le pacte d'associés. Deuxième exemple, également, on a une société qui manque de trésorerie, donc elle souhaite faire une levée de fonds, et là, il y a 2 actionnaires qui se présentent. Et encore une fois, dans cette société, ben, il y a 2 actionnaires égalitaires. Il y en a un qui préfère l'actionnaire A, et il y en a l'autre préfère l'actionnaire B. Quand on n'a pas de pacte d'associés et quand cette situation n'est pas prévue, alors qu'il est possible de la prévoir en amont et contractuellement, c'est compliqué également. Donc, le pacte d'associés, son intérêt, c'est de faire en sorte que ces situations de blocage soient le plus limitées possible. Un autre intérêt également du pacte d'associés, c'est pour aider à la prise de décision, puisque comme je l'ai indiqué, vous pouvez, notamment lorsqu'il y a un nombre important d'actionnaires, vous pouvez encadrer la direction, l'organisation et le contrôle de votre société d'une manière plus précise et flexible que ce qui se passe dans les statuts habituellement. Vous pouvez désigner, alors vous pouvez faire jouer des droits de veto, vous pouvez nommer des comités ad hoc, c'est ce que j'ai dit, et mettre en place d'autres clauses également qui vont faciliter la prise de décision au sein de votre entreprise et éviter encore une fois des situations de blocage. C'est important également d'avoir un pacte d'associés lorsque vous avez des hommes clés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, il y a souvent même des fondateurs, et lorsqu'il y a de nouveaux actionnaires qui rentrent, la société peut être attachée au savoir-faire d'un homme, et il est important de mettre des clauses d'exclusivité, des clauses de non-concurrence, donc en fin de compte de faire en sorte que le savoir-faire de votre entreprise, lorsque vous êtes nouveau entrant, soit perdure et vous soit effectivement transféré. Donc, limiter le départ de certains associés qui sont importants pour la bonne marche de votre entreprise. Et puis enfin, c'est un excellent outil pour renforcer l'intuitu personnel qu'il y a déjà dans les sociétés. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des clauses de préemption par rapport aux actions, je vais vous expliquer. On va pouvoir également insérer des clauses d'agrément, ce qu'on peut faire aussi dans les statuts, mais là, on va le faire de façon plus précise et surtout de manière confidentielle dans un pacte d'associés. Et puis, enfin, j'en avais parlé, ça peut garantir, dans certaines circonstances, ça peut aider à la transmission d'une entreprise à quelqu'un de sa famille avec certaines clauses. Donc, ça peut être un bon outil de transmission de son entreprise. Donc ça, c'est les intérêts que moi, en tant qu'avocate droit des affaires, je vois dans un pacte d'associés. Maintenant, je vais passer au contenu. Donc, le contenu d'un pacte d'associés, c'est ce que je vous ai dit, peut varier. Mais généralement, il va s'articuler autour de 3 grands types de clauses qu'on retrouve dans quasiment tous les pactes d'associés. Il y a d'abord les clauses de stabilisation de capital. Donc, je vais vous expliquer en quoi ça consiste, ou qui sont liées au mouvement de titres, donc aux cessions de titres et à la stabilisation de capital. Il y a ensuite les clauses qu'on peut insérer et qui sont liées au fonctionnement et à la gestion de l'entreprise. Et ensuite, il y a des clauses financières, notamment de répartition des dividendes. Donc il y a plusieurs possibilités pour faire de ce pacte d'associés un vrai guide d'organisation de votre entreprise. Alors, avant d'aborder chacune de ces clauses, je voulais d'abord parler de quelque chose qui me semble essentiel, c'est la durée du pacte. Donc, dans chaque pacte d'associés, vous allez avoir une clause de durée. Il peut y avoir, dans un pacte d'associés, vous avez le choix, puisqu'il s'agit d'un contrat, vous pouvez avoir un pacte d'associés à durée illimitée et vous pouvez avoir un pacte d'associés à durée limitée. Il peut être également prévu dans un pacte d'associés des causes qui vont permettre que sa cessation anticipée, qu'il soit à durée limitée ou limitée, notamment lorsqu'il y a une date
la survenance d'un événement prévu par les signataires, comme la cession de parts sociales d'un associé majoritaire. Donc ça, c'est même en dehors de la durée illimitée ou limitée. On peut prévoir également des clauses anticipées de cessation d'un pacte d'associés en cas d'événement de faute d'un associé, c'est-à-dire qu'un associé n'a pas respecté le pacte d'associé, et ben, cela peut entraîner la cessation de celui-ci. En dehors de ça, donc soit on a un pacte à durée limitée, soit on a un pacte à durée illimitée. Illimité, c'est quelque chose que je déconseille vivement, parce que lorsqu'on a un pacte d'associés qui a une durée illimitée, ça veut dire que chacun des signataires peut mettre fin au pacte en respectant un préavis suffisant. Donc le préavis est généralement indiqué, ça va de 3 à 6 mois. Et en fin de compte, l'intérêt du pacte d'associés, c'est qu'il perdure dans le temps et qu'on puisse le faire vivre. Donc, si on a un pacte d'associés à durée illimitée, ça veut dire qu'il peut être résilié à tout moment. Moi, je trouve que ça lui fait perdre beaucoup d'intérêt. Donc, moi, ce que je préconise à mes clients, c'est un pacte d'associés à durée limitée. Et généralement, je suis pour une durée de 10 ans. Je trouve que, mais ça c'est mon avis, je trouve que les pactes d'associés de 5 ans, c'est court. Il y a des pactes d'associés de 20 ans. Là, dans le pacte d'associés qui est très important que j'ai fait, c'est un pacte d'associés avec une durée de 20 ans qui se renouvelle par tacite reconduction 2 fois. Et ce type de clause est parfaitement valable. La jurisprudence a indiqué qu'on pouvait avoir des clauses de durée dans les pactes d'associés d'une durée de 20 ans se renouvelant par tacite reconduction. Donc, c'est à vous de voir par rapport aux objectifs que vous voulez fixer au pacte d'associés, la structure de votre actionnariat, les objectifs fixés par les différents groupes d'actionnaires, quelle est la durée que vous devez fixer. Il faut savoir que si vous indiquez, si vous n'êtes pas précis dans votre pacte d'associés, c'est-à-dire si vous indiquez que le pacte d'associés, sa durée sera calquée à la durée de présence des associés concernés, la jurisprudence, les tribunaux ont estimé que dans ce cas-là, puisqu'on n'avait pas une durée déterminée, on se retrouvait dans le cas d'un pacte d'associés à durée illimitée, pouvant être résilié à tout moment, moyennant un préavis raisonnable. Donc, une fois qu'on a vu les clauses de durée, la clause de durée et son importance, je vais vous parler des principales clauses qui peuvent être intéressantes dans un pacte d'associés. Donc, je vais commencer par les clauses de stabilisation du capital social. Donc, on retrouve très souvent dans les pactes d'associés une clause d'inaliénabilité. Donc, par cette clause, on va faire interdiction aux signataires de ce pacte de se séparer des parts ou actions qu'ils ont pendant une période plafonnée. Alors, généralement, on prévoit 2 à 5 ans, tout ça pour assurer la stabilité du capital social et les pouvoirs au sein de la société. Donc, ces clauses d'inaliénabilité qu'on retrouve très souvent ne peuvent pas dépasser, ça c'est la loi, ne peuvent pas dépasser une durée de 10 ans. Mais grâce à cette clause, eh ben, vous allez geler pendant un certain temps la possibilité pour les associés, généralement fondateurs, surtout quand vous rentrez dans une nouvelle société ou même vous créez une société avec des hommes clés et vous voulez que pendant un certain temps, en tous les cas pendant la mise en route de la société, que ces personnes clés ne bougent pas, restent, et donc vous faites stipuler cette clause d'inaliénabilité qui est parfaitement valable. On a aussi la possibilité de stipuler une clause de stabilité des capitaux propres. Donc, au terme de cette clause, ce sont les majoritaires qui vont s'engager, si les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à une fraction déterminée du capital social, à régulariser le montant de ces capitaux d'une valeur au moins égale. Donc ça, c'est une clause qui est importante puisqu'elle va vous permettre de stabiliser vos capitaux propres. Et surtout quand on est minoritaire, puisque cette clause ne s'adresse généralement qu'aux majoritaires.
Ensuite, pour les clauses de stabilisation de capital, alors ça c'est une clause que vous connaissez bien puisqu'elle est généralement mise dans les statuts, ce sont les clauses de préemption, c'est-à-dire que vous êtes associé, vous souhaitez vendre vos titres, mais vous avez l'obligation par cette clause de proposer vos actions, vos parts sociales en priorité aux autres associés, donc qui vont pouvoir racheter en priorité par rapport aux tiers pressentis les actions qui seront mises en vente. Cette clause est parfaitement valable et ça permet de rester entre soi. Ensuite, il y a également l'obligation d'agrément. Donc là aussi, c'est une clause qu'on retrouve généralement dans les statuts et pas simplement dans les pactes d'associés, où vous obligez les associés signataires du pacte qui souhaitent vendre leur part sociale à faire agréer leurs cessionnaires auprès des autres signataires du pacte d'associés. Et si le cessionnaire ne vous convient pas, vous pouvez mettre votre veto et rendre impossible la cession d'actions envisagée. Il y a également, ça aussi c'est une chose qui est très importante, il y a une clause de plafonnement des participations des associés. Donc, c'est une clause qui va interdire à des signataires, certains signataires du pacte, de disposer de plus d'un pourcentage. J'aimerais bien que tout le monde coupe son micro si c'était possible. Voilà. Merci. Donc, cette clause va interdire à tout signataire de disposer de plus d'un pourcentage déterminé de parts sociales totales de la société. Donc, elle a pour but d'empêcher, en fin de compte, qu'une partie puisse dominer lors de la prise de décision collective. C'est-à-dire qu'au début, vous êtes 3 associés, vous créez votre société et ce que vous souhaitez, c'est toujours rester à part égale. Et donc là, vous allez pouvoir insérer ce type de clause. Ce type de clause peut être également inséré par rapport à des associés minoritaires, c'est-à-dire que vous êtes majoritaire et vous indiquez dans votre pacte d'associés que les associés minoritaires ne pourront jamais prendre directement ou indirectement une part du capital social qui les rendra majoritaires. Donc ça, c'est déjà décidé en avance de ce que sera la société au niveau de son capital. Il peut y avoir également stipulé une clause de non-dilution qui va donner un droit préférentiel de souscription lors des augmentations de capital aux minoritaires. C'est-à-dire que le but ici, c'est que je rentre dans une société, je suis minoritaire à hauteur de 20%. Ce que je souhaite, c'est rester dans 5 ans, toujours minoritaire, mais avec un pourcentage de capital identique. Donc ça, cette clause de non-dilution qu'on retrouve souvent, est aussi importante parce que si elle n'est pas indiquée, c'est vrai qu'un actionnaire minoritaire peut se trouver de plus en plus dilué s'il y a des augmentations de capital successives. Donc ça, c'est sur les clauses de stabilisation du capital. Il y en a d'autres, mais ce sont les clauses les plus importantes et qu'on rencontre le plus souvent. Ensuite, il y a les clauses de sortie de la société. Et c'est vrai que lorsqu'on fait un pacte d'associés, généralement, on vient voir un avocat pour ça, en disant, voilà, maintenant, ce que je veux, c'est faire en sorte que s'il y a divorce, ça se passe le mieux possible, et également s'il y a conflit. Donc, il y a plusieurs clauses qui sont assez typiques. Donc, on a d'abord la clause de sortie conjointe qu'on peut stipuler. Donc, il s'agit d'une clause où un majoritaire, un associé majoritaire va s'engager à ne céder ses titres sans donner aux minoritaires, va s'engager à ne pas céder ses titres, excusez-moi, sans donner aux minoritaires la possibilité de les céder également aux mêmes conditions et au même prix. Donc ça, c'est une clause qui est très bénéfique aux associés minoritaires, puisqu'on ne pourra pas leur imposer un nouvel associé qu'ils n'auront pas choisi. Donc ça, c'est le premier type de clause qui se rencontre très souvent. Ensuite, on a une autre clause qui est une clause de droit de suite. Donc là,
on a un signataire qui va recevoir une proposition d'acquisition et il va avoir l'obligation de demander à l'acquéreur potentiel d'étendre sa proposition d'acquisition aux autres signataires du pacte. Ainsi, tout le monde va quitter la société en même temps. Donc ça, c'est une clause de droit de suite. Ensuite, on a des clauses de sortie de garantie. Donc là, généralement, c'est quand on est investisseur, c'est-à-dire on a des associés fondateurs et puis on a un investisseur qui arrive. Donc l'investisseur est d'accord pour entrer dans la société, mais il vous dit moi je veux bien rentrer, mais dans 3-4 ans, je veux qu'on rachète mes titres à l'issue d'une période qui est donnée, qui est acceptée. Et donc, à la date convenue, on doit pouvoir lui racheter ses titres et à un prix calculé d'avance. Donc ça, ce sont des clauses qui sont également très importantes. Ensuite, on a des clauses en cas de décès qui sont également prévues, qui prévoient la continuation de la société avec les associés survivants, les héritiers ou les ayants droit, et on prévoit souvent un mécanisme d'agrément pour les héritiers ou les ayants droit du défunt. Donc on prévoit, on va encore bloquer, on ne sait pas qu'on va bloquer, mais on va encore réglementer l'entrée dans la société de nouveaux actionnaires. Ensuite, il peut y avoir également des clauses d'exclusion dans les pactes d'associés. Donc, ces clauses vont donner le droit aux signataires du pacte d'exclure l'un d'entre eux si certains événements se produisent. Et c'est notamment le cas lorsque vous avez un associé qui est également salarié de l'entreprise. Et là, vous pouvez prévoir que si le contrat de travail s'arrête de cet associé, eh bien, cet associé devra vendre ses parts et partir de la société, ce qui est totalement possible. Ça peut être également le cas lorsque vous avez un partenariat exclusif, donc une convention entre deux sociétés, et la convention s'arrête avec un associé, qui a donc une société associée, et là vous décidez que dès que le partenariat s'arrête avec cette société ne sera plus actionnaire de l'entreprise. On peut également prévoir des clauses d'exclusion lorsqu'il y a des objectifs qui sont donnés à des associés et que ces associés n'ont pas respecté ces objectifs. Il y a également des clauses d'entraînement de cession forcée. Donc, c'est les minoritaires qui s'obligent à ce moment-là à céder leur action au tiers cessionnaire, c'est-à-dire à celui qui va acheter les parts à l'associé majoritaire. Et donc là, une fois qu'on a signé ce type de clause, le minoritaire ne peut plus dire je n'ai plus envie de vendre mes parts, c'est déjà quelque chose qui est acté. Il y a aussi, alors ça c'est très important, alors c'est la cession buy or sell, j'en ai un petit peu parlé, on l'appelle aussi la clause américaine, c'est les sorties des investisseurs, je l'ai évoqué dans une autre clause. Donc, sortie des investisseurs, cette clause prévoit qu'à un terme défini, les investisseurs ont sorti. Donc, si on ne trouve pas un tiers, les autres associés vont être obligés de racheter les parts de l'investisseur. Donc, ça, c'est le premier cas de figure. Et ensuite, on a un deuxième cas de figure avec ces clauses de cession buy or sell. C'est lorsqu'on a deux associés, et c'est le cas, l'exemple que j'avais présenté en introduction. On a deux sociétés qui détiennent 50-50 à 50% chacun les parts de la société. Et elle prévoit que lorsqu'il y a un désaccord persistant qui met la société en péril, eh bien, chaque associé va pouvoir proposer à l'autre le rachat de ses parts sociales. Et le second associé à qui cette proposition va être faite va avoir qu'un seul choix. Soit il est d'accord pour vendre ses parts sociales, soit il va s'obliger à racheter les parts sociales du premier associé. Et dans ces conditions, il n'y aura plus de conflit puisque à la fin, il n'y aura qu'un seul associé au sein de cette société. Et donc ça, ce type, la clause
de cession buy or sell est très importante et apparaît souvent dans les pactes d'associés, notamment exclusivement même, lorsqu'on a soit des investisseurs, soit des associés à part égalitaire. Il y a également d'autres clauses d'impasse, c'est-à-dire que pour éviter les conflits, on prévoit aussi dans les pactes d'associés des clauses d'arbitrage. Alors les clauses d'arbitrage, en cas de conflit entre associés, c'est très bien, mais leur coût de mise en œuvre peut se révéler très élevé. Donc ça, c'est la première limite. On peut prévoir également des clauses de médiation, de conciliation, de règlement amiable dans les pactes d'associés en cas de conflit. Elles sont généralement présentes et elles peuvent être utiles. Donc là, c'était les clauses de stabilisation et les clauses de sortie. On peut aussi prévoir des clauses qui vont être liées au fonctionnement de la société et à son organisation. Donc, il y a des possibilités multiples. Généralement, ça concerne les droits de vote. Donc, on prévoit, en tout cas, il peut être prévu dans les pactes d'associés, d'accorder un droit de veto à un ou plusieurs associés. Donc, alors, par rapport à ce droit de veto, ça peut concerner des décisions importantes d'investissement, de désinvestissement, un droit de veto par rapport à la nomination des directeurs généraux. Tout cela est parfaitement valable. La seule limite qu'il va y avoir, c'est l'abus de majorité ou l'abus de minorité. C'est-à-dire que toutes les décisions relatives au droit de vote ne devront pas aller à l'encontre de la loi, des règles d'ordre public et du droit commercial. Donc, hormis ces limites, vous pouvez instaurer dans vos pactes d'associés un droit de veto, vous pouvez stipuler, pardon, un droit de veto pour un ou plusieurs associés. Vous pouvez exiger, j'en ai parlé en introduction, qu'il y ait un accord unanime des signataires du pacte concernant certaines décisions. C'est ce qu'on appelle une clause d'accord unanime. Donc, généralement, ces clauses, on les trouve en matière de fusion pour donner des autorisations et en matière d'augmentation du capital social. Il peut y avoir également des clauses de renonciation au droit de vote pour certaines décisions. Ça concerne généralement les minoritaires et donc ça peut être des clauses de renonciation au droit de vote pour la nomination de certains dirigeants. Et ces clauses sont valables dans les limites que j'ai citées plus en avant. Il peut également être prévu des clauses de majorité renforcées pour certaines décisions. C'est-à-dire qu'on peut exiger que pour des décisions importantes qui engagent l'entreprise pour des gros investissements, de gros contrats, qu'il y ait au moins 80% des associés ayant signé le pacte d'associés qui valident ce type de décision. Généralement, ces clauses relatives au droit de vote donc, concernent des décisions collectives, mais elles peuvent être limitées, comme je l'ai dit, à certaines d'entre elles. Donc, le choix des dirigeants, l'agrément de nouveaux actionnaires, les politiques d'investissement et l'affectation des résultats. Donc, les limites à ces clauses, donc je vous ai dit que déjà, il ne devait pas y avoir d'abus de majorité et de minorité, mais il ne doit pas y avoir non plus, par rapport à ces droits de vote, leur contrepartie ne doit jamais être une rétribution financière. Le versement d'une somme d'argent, l'octroi d'un dividende plus important, tout ça, c'est illicite. Et surtout également, ces droits de vote doivent être limités dans le temps. La loi dit pas plus de 6 ans concernant leur validité. Si vous dépassez 6 ans avec ces clauses relatives aux droits de vote, eh bien, elles ne sont plus valables et elles ne sont plus opposables. Ensuite, il peut y avoir des clauses d'information, de concertation, de consultation qui vont être renforcées. Donc, il peut y avoir des clauses d'information renforcées au bénéfice des minoritaires.
C'est-à-dire que dans le pacte d'associés, on va prévoir que les dirigeants vont devoir fournir des renseignements mensuels ou trimestriels. Donc là, généralement, c'est la situation comptable détaillée, des rapports écrits sur les prévisions budgétaires et d'investissement, des projets de cession d'actions. Alors cette obligation, elle est entre les associés qui ont signé le pacte, mais en tous les cas, ces obligations-là, on ne peut pas les imposer au commissaire aux comptes. Donc, si vous avez des clauses d'information renforcées, ça se passe entre les associés concernés par le pacte d'associés. Il peut également exister des clauses de consultation et d'autorisation, et ça, c'est pour permettre, généralement, même quasi exclusivement, c'est au bénéfice des minoritaires, c'est pour permettre aux minoritaires d'être consultés sur certains projets définis ou sur l'identité de certaines personnes. Donc, on peut très bien prévoir des clauses de consultation portant sur la nomination d'un commissaire aux comptes et demander aux minoritaires de se prononcer, de donner leur avis sur ce type de nomination. Il peut y avoir également des clauses concernant les dirigeants de la société ou certains salariés. Donc, il peut y avoir des clauses de nomination d'un dirigeant. Là, dans le pacte d'associés qui était important, il était prévu un conseil de direction où il était détaillé la composition du conseil de direction, qui devait avoir au moins 3 membres. Le président de la société devait être membre du conseil de direction et ensuite on énumérait les pouvoirs de ce conseil de direction, de ce conseil de direction qui, en réalité, allait prendre quasiment toutes les décisions importantes de la société. Et tout ça, c'est valable également. Donc, on peut déterminer la durée de fonctionnement alors, du conseil de direction, mais on peut également prévoir un nombre minimal de réunions. On peut prévoir aussi l'intéressement des dirigeants aux résultats de l'entreprise. Ça peut être prévu et généralement ce n'est prévu. En tous les cas, de mon avis, c'est mieux de le faire exclusivement dans un pacte d'associés. Donc, on peut stipuler dans un pacte d'associés les stock options, les bons de souscription, des parts de créateurs et voire même des actions gratuites. Et il y a un caractère confidentiel. En fin de compte, tout ça n'intéresse absolument pas les tiers à la société. C'est quelque chose qui doit rester confidentiel et le pacte d'associés va vous permettre de faire respecter vos droits et les obligations des autres associés parce qu'un pacte d'associés, et ça je vous le dirai ensuite sur les sanctions, c'est un contrat qui s'impose à tous ses signataires. On va prévoir donc l'intéressement des dirigeants, on va prévoir également leur rémunération. Ça peut être quelque chose d'important de prévoir comment on va rémunérer les dirigeants parce que quelquefois on peut arriver à des situations de blocage où les dirigeants ne sont plus rémunérés parce qu'il y a des conflits entre associés. Et là, on peut prévoir des clauses, lissant ce type de situation en disant les dirigeants vont être élevés à un certain montant. S'il y a des contestations sur les rémunérations, il y aura cette possibilité de faire un arbitrage, de se concilier et dans l'intervalle, obligation de toujours rémunérer le dirigeant ou à l'inverse, dans l'intervalle, sa rémunération sera divisée par 2. Les clauses, encore une fois, sont toutes valables, sauf si elles ne respectent pas le droit civil, le droit commercial et les règles d'ordre public. Ensuite, donc, on peut préciser les pouvoirs des dirigeants alors sur les investissements, sur les désinvestissements, les emprunts et les levées de fonds. On peut mettre toutes les conditions possibles et inimaginables, toutes les autorisations requises, ou à l'inverse, on peut donner un blanc-seing pour certaines décisions à des dirigeants. On peut également prévoir les conséquences de la révocation d'un dirigeant. J'en avais parlé sur les clauses de sortie, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire que lorsqu'un dirigeant part,
il y a une obligation de rachat de ces titres à un prix qui sera déjà déterminé, ou même le versement d'une indemnité. Et ça, ce type de clause, c'est dans les pactes d'associés qu'on les retrouve. On peut aussi prévoir donc la sortie forcée, j'en avais parlé, d'un actionnaire salarié en cas de rupture de son contrat de travail. Et également, j'en avais parlé aussi, on peut prévoir une clause de non-concurrence des hommes clés. Et ça, maintenant, je trouve que c'est quasi systématique. Alors, il faut faire très attention dans sa rédaction. Il faut permettre à l'homme clé qui va signer cette obligation de non-concurrence d'exercer quand même une activité. On ne peut pas lui interdire de ne plus avoir de métier, sauf celui de consacrer son activité à la société. Donc, pour être valable, la clause de non-concurrence ne doit pas donc interdire aux signataires l'exercice de toute activité professionnelle ou empêcher la réalisation de l'objet social de leur entreprise. Depuis mars 2011, la Cour de cassation est venue encore plus limiter ces obligations de non-concurrence en disant qu'elles sont nulles si elles ne respectent pas certaines conditions. Donc, la première des conditions, c'est qu'il faut une contrepartie financière à la clause de non-concurrence lorsque nous avons un dirigeant, en tous les cas un associé actionnaire, qui est également salarié. Si cette personne est salariée, il faut une contrepartie financière. À l'inverse, si la clause de non-concurrence n'a pas besoin d'être rémunérée, si l'associé concerné n'est pas salarié de l'entreprise. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, pour que cette clause de non-concurrence soit valable, il faut encore qu'elle soit justifiée par la protection des intérêts de l'entreprise. Donc, généralement, il s'agit de créateurs, c'est-à-dire de fondateurs, de personnes qui ont un rôle très particulier au sein de l'entreprise, mais si en fin de compte l'activité de cet associé n'est pas vitale pour l'entreprise, on pourra juger en cas de conflit que la clause de non-concurrence est disproportionnée et qu'elle n'avait pas d'intérêt et qu'il ne fallait pas la stipuler, et donc elle sera déclarée nulle. Il y a également deux autres conditions qui ont été posées par la Cour de cassation. C'est que la clause de non-concurrence, elle doit être limitée dans l'espace et dans le temps. Donc, les clauses de non-concurrence qui sont illimitées sont considérées comme non valables. Alors, les clauses de non-concurrence, ça peut être 5 ans, comme moi je le vois, et pour moi, ce sont des clauses qui passent. Et dans l'espace, ça peut être une ville, une région, tout dépend de l'activité de l'entreprise. En tout cas, ça ne peut pas être la France entière. Il peut être également stipulé des clauses de non-débauchage et des clauses de non-sollicitation des salariés, c'est-à-dire que vous allez interdire dans votre pacte d'associés à tous les associés qui l'ont signé de pouvoir débaucher tout salarié de la société à son profit ou au profit d'une société dans laquelle il possède une participation ou exerce des activités de direction. Donc, ces clauses sont parfaitement valables et elles sont importantes. Ensuite, il peut y avoir une clause d'exclusivité. Donc là, vous allez prévoir que certains dirigeants associés vont consacrer l'ensemble de leur temps de travail à la société pendant une certaine période. Et là encore, on va retrouver un peu les limites qu'on a dans la clause de non-concurrence. Une clause d'exclusivité d'activité, ce n'est pas ad vitam aeternam, il faut qu'elle soit limitée dans le temps, dans l'espace, il faut qu'elle soit prescrite, il faut qu'elle soit stipulée dans l'intérêt de la société. Ou sinon, elle peut être déclarée. Enfin, il y a les clauses financières. Et ce sont des clauses dans les pactes d'associés qui sont très importantes parce qu'elles touchent à la répartition des dividendes. Elles ne sont absolument pas obligatoires, mais elles peuvent exister. Et donc, quand on fait un pacte d'associés, on a cette chance de pouvoir prévoir la politique de dividendes pratiquée par l'entreprise. Donc, les signataires vont s'accorder sur certains principes. Donc, ils peuvent très bien se dire, on va affecter chaque année une certaine partie du résultat en dividendes.
Donc ça, c'est très bien parce que ça va protéger les droits des minoritaires qui vont être sûrs d'avoir un petit quelque chose à la fin de chaque année et être certains que les dividendes, qu'une partie des dividendes au moins, vont être versés. À l'inverse, on peut prévoir de façon limitée que pendant X années, parce qu'il y a des investissements à faire, eh ben, il n'y aura pas de distribution de dividendes et que tous les bénéfices qu'on va avoir, eh ben, on va les réinvestir. Et donc, on peut prévoir une clause qui ne sera pas contestable ensuite en disant, bah, pendant 3 ans, tous les bénéfices vont être réinvestis et après cette durée, on commencera, à certaines conditions qu'on pourra fixer, à distribuer une partie des dividendes ou tous les dividendes. Ensuite, il est très intéressant également de valoriser le rachat des parts sociales. Alors moi, en tant qu'avocate, je travaille avec des experts comptables, je ne fais jamais de valorisation. Je renvoie mes clients à leur expert comptable, ils discutent et ensuite je mets en musique, je reprends les formules. C'est très important d'avoir ces valorisations faites, surtout quand on peut voir assez loin dans l'entreprise avec une entreprise qui fonctionne assez bien. Et si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si on ne veut pas faire de valorisation, il faut absolument renvoyer, en tout cas moi c'est mon conseil, c'est de dire dans le pacte d'associés que le rachat des titres se fera à un prix sur lequel les parties se seront mis d'accord et qu'à défaut, ce sera à dire d'experts. Comme ça, il n'y a pas de, comment dire, s'il y a un conflit, si on n'est pas d'accord sur le prix, on renvoie d'ores et déjà à un tiers d'expert. Et donc, ça veut dire que le prix, soit on fait une valorisation, sera déterminé, soit on ne fait pas de valorisation, on dit accord des parties ou à défaut à tiers d'expert, mais il sera déterminable. Et ça permet, en tous les cas, dans une certaine mesure, de sortir du cas que j'avais cité en début de webinaire, où on a 2 associés, un qui veut vendre ses parts à un prix exorbitant et un autre qui ne veut absolument pas les acheter. Ensuite, on peut prévoir des clauses de partage de plus-value. Alors ça, c'est un peu plus rare, mais ça peut être intéressant. Donc là, dans le pacte que j'avais fait, il y avait cette clause de partage de plus-value. On la retrouve souvent lorsqu'il y a un investisseur et des associés fondateurs. Et donc, alors, moi, je l'avais écrit un peu comme ça, c'était de dire que compte tenu de l'implication, alors on parle des entrepreneurs généralement, quand on parle des associés qui ont fondé une société, en tous les cas, c'est un terme qui peut être usité. Donc, on met compte tenu de l'implication des entrepreneurs dans le management de la société et leur rôle dans sa réussite, l'investisseur s'engage à renoncer au profit des entrepreneurs à une partie des plus-values qu'il réaliserait lors de la cession, notamment de ses parts sociales. Donc ça, c'est une clause qui peut être très intéressante. Et on peut aussi prévoir, toujours dans les clauses de financement, on peut prévoir que les actionnaires qui ont signé le pacte d'associés, alors même pas tous, une partie en tous les cas d'entre eux, vont s'engager à apporter des financements, notamment par avance en compte courant. Donc ça aussi, ça peut être intéressant. Et dans les pactes d'associés, très souvent, il y a des clauses qui sont liées au compte courant d'associés, mais de façon beaucoup plus générale, où on va prévoir un blocage des comptes courants, disant qu'on ne les remboursera qu'à partir que dans 2 ou 3 ans, prévoir des obligations de versement, des modalités de remboursement, voire même une rémunération, c'est-à-dire un taux d'intérêt. Tout ça est possible dans les pactes d'associés. Donc là, je vous ai énuméré les principales clauses que l'on peut trouver, mais on peut être très inventif et on peut, comment dire, le pacte d'associés, c'est comme un avis sur mesure où les associés vont essayer vraiment de tout prévoir en amont pour que les choses se passent le mieux possible. Maintenant, alors parce qu'un des intervenants disait qu'il avait des difficultés à faire exécuter ces pactes d'associés. Donc c'est vrai qu'on peut avoir, malgré un pacte d'associés, on peut avoir de grosses difficultés à les exécuter.
Donc, je vais parler des sanctions légales et ensuite, je vais parler des limites des pactes d'associés qui pourraient expliquer que dans certains cas, effectivement, les clauses qui ont été mises ne peuvent pas être exécutées. Et généralement, ça ne sert à rien de faire des procès qui durent très très longtemps, puisque ça dépend, mais en général, puisque dans certains cas, la jurisprudence est très bien établie sur ce qui prime et sur ce qui ne prime pas et sur les sanctions. Donc, en matière de sanctions, en cas de violation d'un pacte d'associés, il y a deux types de sanctions. Il y a les sanctions légales, c'est-à-dire c'est la loi, c'est l'application du code civil. On a un pacte d'associés, c'est un contrat, il doit être exécuté. S'il ne l'est pas, l'associé défaillant engage sa responsabilité contractuelle. Donc, déjà, il va y avoir annulation de l'acte qui a été passé par l'associé, de l'acte qui vient contredire la clause sur laquelle il s'était engagé. On a une clause unanime de vote. Cet associé vote différemment et viole cette clause unanime. Donc là, on peut annuler la décision qui a été prise en assemblée. Ça, c'est le premier cas de figure, première sanction, c'est la nullité de l'acte. Deuxième sanction, on peut demander le versement des dommages et intérêts puisqu'il s'agit d'une obligation de fait. Je suis associé, j'ai signé un pacte d'associé, donc je dois l'exécuter, je dois faire. Donc j'engage ma responsabilité contractuelle. Il y a un droit de préemption qui n'a pas été respecté. Alors bien sûr, il y a une limite puisque le pacte d'associé est confidentiel et n'est pas opposable au tiers. Eh ben, la personne, l'autre associé qui aurait voulu préempter et qui n'a pas pu le faire, il y a une perte de chance. On peut, dans certains cas, demander des dommages et intérêts à l'associé qui a fauté. Et depuis la réforme maintenant du Code civil, on a un nouvel article qui est l'article 1221 du Code civil qui permet, donc ça c'est les nouveaux puisque ça date, la réforme de 2016 mais applicable depuis 2018, qui permet maintenant légalement, sans même que ça soit prévu dans le pacte d'associés, parce que quand je parlais de sanctions légales, ça veut dire c'est en dehors de ce qui est mis dans le pacte d'associés, voici les sanctions qui peuvent être prononcées en application des règles du Code civil, en application de la loi en général. Et donc, on a un nouvel article qui précise, c'est l'article 1221 du Code civil, qui dit que le créancier d'une obligation peut, après une mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Donc, en d'autres termes, avant, quand on avait une convention de vote qui n'était pas respectée, eh ben, on annulait l'acte, on demandait des dommages et intérêts, voilà. Mais là maintenant, avec cette nouvelle disposition, on peut essayer non, on a la possibilité de revenir sur la décision et de faire exécuter la convention de vote, notamment lorsqu'il y avait une clause unanime de vote. Et ça date depuis 2016, modifié en 2018. Donc ça, ce sont les sanctions légales. Maintenant, dans le pacte d'associés, on peut prévoir des sanctions. Alors moi, généralement, dans les pactes d'associés que je fais, je prévois une grosse clause pénale. C'est-à-dire qu'on s'engage à un moment T, on s'engage pour plusieurs années et on ne peut pas se dédire comme ça. Donc, je prévois une clause pénale, c'est-à-dire que si l'un des associés ne respecte pas le pacte d'associés, il doit verser des dommages et intérêts qui sont déjà fixés par avance et qui peuvent être très importants. La seule limite, quand on a une clause pénale, c'est qu'il peut y avoir une demande de révision auprès du juge si elle est excessive. Donc, il faut simplement la faire suffisamment haute, suffisamment importante pour qu'elle dissuade le plus possible un actionnaire de ne pas respecter le pacte d'associés, en prenant une petite marge, mais faire en sorte qu'elle ne soit pas annulée ou en tous les cas réduite parce qu'elle serait estimée trop importante. Donc d'abord, on peut prévoir une clause pénale. La deuxième chose, quand un pacte d'associés n'est pas respecté, on peut prévoir également la résolution du pacte.
Et cela peut avoir des conséquences importantes, puisqu'on voit bien qu'un pacte, ce n'est pas simplement une clause, c'est plusieurs clauses, et généralement, elles sont liées les unes entre elles. Donc ça peut être aussi un moyen de dissuader un associé de ne pas respecter son pacte le pacte qu'il a signé. On peut également, alors sans aller jusqu'à la résiliation du pacte d'associé, on peut également décider d'exclure l'associé fautif du pacte. Et le pacte continue à vivre, donc la sanction pour l'associé, c'est qu'il ne fait plus partie du pacte et il ne peut donc plus bénéficier de certaines clauses qui lui étaient favorables. On peut également faire une exécution forcée, contractuelle, c'est-à-dire qu'on peut dire à l'associé fautif que s'il continue à ne pas s'exécuter, eh ben, il va avoir une astreinte. On peut prévoir dans des pactes d'associés des astreintes conventionnelles et leurs montants peuvent être importants. Pour dire, ben, maintenant, vous aviez une clause d'information renforcée, vous ne la respectez pas. Maintenant que vous ne la respectez pas, vous nous devez tant. Donc, ça, ce sont les sanctions. Alors maintenant, je voudrais quand même parler des limites du pacte d'associés parce qu'elles existent. Donc, le pacte d'associés, sa plus grande des limites, c'est qu'elle ne concerne que l'associé, que les associés qui ont signé le pacte, sauf si on fait rentrer tous les associés et qu'on fait le pacte d'associés en présence de la société. Ce qui peut se passer, et là, le seul intérêt du pacte d'associés, c'est d'être confidentiel vis-à-vis des tiers. Mais quelquefois, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ceux qui sont concernés et ceux qui peuvent être sanctionnés, c'est uniquement les signataires. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, les pactes à la différence, donc ça encore je me répète, mais les pactes à la différence des statuts vont être inopposables aux tiers. Quand vous avez des statuts, les statuts sont publiés et ils sont mis et ils sont portés à la connaissance de tout le monde. Là, vous êtes un tiers, vous n'êtes pas au courant qu'il y a un pacte d'associés, il y a la violation d'une clause de non-concurrence, on ne peut pas venir vous voir en vous disant que vous êtes complice de la violation d'une clause de non-concurrence parce que vous ne la connaissez pas. Donc, ça va limiter, en tous les cas pour les signataires du pacte d'associés, ça va limiter la possibilité de se retourner vis-à-vis de tiers puisque seuls est concernés les associés signataires. Et le plus important comme limite, c'est que les statuts vont primer sur le pacte d'associés. Et c'est pour ça que sa rédaction est très importante. C'est-à-dire que la première chose que vous devez faire quand vous rédigez votre pacte d'associés, c'est vous avez les statuts d'un côté, les statuts qui sont là, qui sont présents, et vous devez à chaque fois vérifier que les clauses que vous allez mettre ne vont pas contredire ces statuts. Parce que la sanction, elle est immédiate, c'est la nullité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on peut monter, descendre, on ne peut pas, dans un pacte d'associés, aller en rencontre des statuts. Et ensuite, autre limite également, c'est que la modification du pacte d'associés, c'est vrai qu'elle est facile puisqu'on fait un avenant, mais il y a une limite, c'est que pour pouvoir modifier le pacte d'associés, il faut que tous les associés qui ont signé ce pacte soient d'accord. Alors que lorsqu'on modifie les statuts, donc ça peut être aussi une situation de blocage. Lorsqu'on veut faire évoluer son pacte d'associés, c'est de se retrouver coincé parce que tous les associés initiaux, en tous les cas, tous ceux qui avaient signé initialement le pacte refusent, en tous les cas certains d'entre eux refusent de le modifier. Et enfin, je voudrais souligner une grosse différence qu'il y a entre les statuts et le pacte d'associés en cas de non-respect d'une règle par un associé. Quand on a un acte qui est réalisé par un associé et qui ne respecte pas ce qui est prévu dans les statuts, c'est la nullité, c'est certain. Voilà, l'acte est nul. Quand on a une action qui est réalisée par un associé qui ne respecte pas ce qui est prévu par un pacte d'associés, mais qui respecte les statuts, eh ben, on ne peut pas annuler l'acte.
C'est-à-dire qu'on pourra sanctionner peut-être l'associé qui n'a pas respecté le pacte d'associé, mais on ne pourra pas annuler l'action qu'il a réalisée. Donc, ce sont des limites qui sont importantes et c'est vrai que quelquefois, ça ne sert strictement à rien de s'acharner pour essayer de faire exécuter un pacte d'associés si en fin de compte, on ne rentre pas, si on ne respecte pas ces limites. Donc, pour conclure mon intervention, je vais simplement vous dire que oui, le pacte d'associés a une valeur juridique qui est moins forte que les statuts, mais ça reste quand même un outil vraiment efficace, notamment lorsque on souhaite élargir le capital social, lorsque l'on veut avoir une stabilité dans les associés, pouvoir avoir un droit de regard sur certains actes. Et donc, il faut être très méticuleux dans sa rédaction. Donc ça, c'est important. Et il faut surtout que ça soit un atout pour l'entreprise. Puisque là, je vous ai parlé des clauses qui étaient faciles. Ça, ce sont des clauses basiques que je vous ai énoncées. Il y a des clauses qui peuvent être très compliquées avec des options d'achat. Et il ne faut pas qu'un pacte d'associés devienne un carcan. Il ne faut pas qu'un pacte d'associés, restreigne trop les libertés de chacun parce qu'il ne sera pas respecté et il perdra de sa valeur. Donc un pacte d'associés, ça doit être quelque chose de flexible, de précis et qui vient compléter les statuts. Je vous remercie de votre attention et j'écoute vos questions, s'il y en a.